Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux de faire donc cette présentation. Je suis très heureux de l'invitation. Et ça me permet de parler d'un sujet que j'aime beaucoup, donc la vitamine D, dans le risque cardiovasculaire, donc, et parler à mes amis cardiologues de l'intérêt de cette vitamine et de tous les problèmes d'actualité qui concernent cette vitamine. Alors, il y a effectivement un engouement, pas uniquement au Maroc, mais international, concernant la vitamine D. Et, alors, que ce soit dans les magazines grand public, un peu partout, que ce soit des livres scientifiques, on a vu foisonner récemment des dizaines et des dizaines de livres qui parlent de vitamine D et de ses effets supposés miraculeux. Donc, vous voyez un peu les titres des livres Source d'éternelle jeunesse, Fontaine de jouvence, etc. Même les publications scientifiques, là vous voyez un peu le nombre de publications sur PubMed. Les dernières années, on est arrivé à plus de 4500 articles sur la vitamine D par an, plus d'une centaine de méta-analyses par an, donc quelque chose d'énorme. Et puis, c'est parti dans tous les sens et dans toutes les spécialités, toutes les maladies. Donc, vous voyez un petit peu toutes les hypothèses qu'on voit. La vitamine D pourrait diminuer. Donc, alors, des tas de maladies systémiques, polyarthrite rhumatoïde, maladies de Crohn, sclérose en plaques, les maladies psychiatriques, Alzheimer, dépression, schizophrénie, suicide, les cancers, les leucémies, les maladies infectieuses, alors la tuberculose avant. Et je pense que vous avez tous vu, avec le Covid-19, tout le monde s'est mis à la vitamine D en espérant diminuer le risque d'attraper la maladie ou de diminuer le risque d'avoir des formes graves. Donc voilà, alors qu'en est-il réellement? C'est ce qu'on va essayer de voir. Avec tout ça, les dosages, les prescriptions de dosage de la vitamine D ont explosé les dernières années. Alors au Maroc aussi, tout le monde s'y est mis, toutes les spécialités, médecins généralistes et même les patients. Je pense que vous tous, vous avez dû avoir des malades qui viennent vous voir vous demandant de leur prescrire la vitamine D. Alors le problème, c'est que quand vous allez la doser, il y a de très fortes chances que le taux revienne bas. On avait fait cette étude il y a quelques années, on avait trouvé un pourcentage de 86% des patientes ménopausées qui avaient des taux de vitamine D inférieurs à 30 nanogrammes, c'est-à-dire en insuffisance, on va y revenir tout à l'heure, et même pratiquement la moitié qui était en carence. Donc, il y a plusieurs autres études qui ont été faites au Maroc et qui sont concordantes. Le taux d'insuffisance et de carence est très fréquent dans notre population. Alors, dans le monde, c'est pareil aussi. Les taux varient de 50-60% dans la plupart des pays du monde. Et paradoxalement, ce sont les pays les plus ensoleillés où on a les taux de carence les plus élevés. On va y revenir tout à l'heure. Alors, j'ai structuré ma présentation en 10 questions. Je vais commencer par rappeler un peu ce que c'était que la vitamine D. Je vais insister sur la deuxième question, c'est-à-dire la relation entre déficit en vitamine D et ses effets systémiques, et bien sûr insister sur le thème d'aujourd'hui, sur le risque cardiovasculaire. Et brièvement, je vais essayer de répondre aux autres questions. C'est chez qui faut-il doser, comment faire, chez qui faut-il supplémenter, comment supplémenter, quelle dose, comment suivre, etc. Donc, je commence par la première question, d'où vient la vitamine D? Qu'est-ce que c'est que la vitamine D? Alors, la vitamine D, en fait, tout est parti du rôle de la vitamine D dans la pathologie osseuse. On sait que la carence en vitamine D, on le sait depuis longtemps, est responsable de deux maladies, qui sont en fait la même maladie. Chez l'enfant, on l'appelle le rachitisme. Chez l'adulte, on l'appelle l'ostéomalacie. Comment ça se passe? Alors, la carence prolongée en vitamine D va commencer par donner des douleurs osseuses, des douleurs musculaires, et puis, petit à petit, faiblesse musculaire, déformation osseuse, et des fissures et des fractures vont s'installer, aggravées par le risque de chute. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux maladies vont complètement guérir en administrant de la vitamine D. Donc, en corrigeant la carence en vitamine D, on guérit totalement le rachitisme et l'ostéomalacie. L'histoire de la découverte de la vitamine D est partie de là. Donc, déjà dans le 19e siècle, on avait remarqué qu'on pouvait guérir un peu le rachitisme en administrant de l'huile de foie de morue aux enfants.
depuis le début du XXe siècle, on a remarqué l'effet bénéfique du soleil. Et c'est ce chimiste McCollum, c'est un chimiste américain, qui avait découvert la vitamine A et la vitamine B. Et donc, c'est lui qui a chauffé l'huile de bois de morue, donc, ce qui permettait de détruire la vitamine B. Et donc, il a prouvé qu'en faisant ça, il arrivait quand même à guérir le rachitide. Et donc, il a évoqué l'hypothèse qu'il y avait une vitamine dans l'huile de foie de morue qui n'était pas A et qui n'était pas B. Et donc, il a dénommé D, puisque là, entre-temps, la vitamine C a été découverte. Alors, quelques années plus tard, on va se rendre compte qu'en fait, la vitamine D n'est pas vraiment une vitamine. Parce qu'en fait, la définition de la vitamine, c'est une substance que le corps ne peut pas produire, qui est indispensable au fonctionnement et dont la carence va entraîner une maladie. On va découvrir que la vitamine D peut être produite par le corps humain et qu'en fait, c'est une pro-hormone avec toutes les caractéristiques d'une hormone. Je vais y revenir après. Bon, alors, la structure de la vitamine D a été découverte en 1928 et a valu le prix Nobel à son découvreur, c'est ce chimiste allemand. Et donc, il y a deux types de vitamine D. Il y a une vitamine D végétale, qui est la vitamine D2, qui s'appelle l'ergocalciférol, et puis il y a une vitamine D3 animale, qui s'appelle cholécalciférol et qui peut être exogène, mais essentiellement endogène. Alors, elles sont chimiquement très proches. Et voici un petit rappel sur le rôle physiologique de la vitamine D. Alors, 90% des apports en vitamine D sont apportés par le soleil et son effet sur la peau. Donc, les rayons ultraviolets vont transformer un dérivé de cholestérol qui existe dans la peau en vitamine D3, qui est le cholécalciférol. Moins de 10% est apporté par l'alimentation. Donc, ce cholécalciférol, en fait, c'est une pro-hormone, il n'est pas actif, et il va, en passant par le foie, être hydroxylé en position 25 pour donner le 25-hydroxyvitamine D3, qui va passer par le rein et qui va être hydroxylé à ce niveau une deuxième fois et qui va donner le 1,25-dihydroxyvitamine D3, qui est la véritable hormone active et responsable de tous les effets de la vitamine D. Donc, quel est le rôle de cette hormone 1,25-dihydroxyvitamine D3? Il va viser essentiellement deux tissus cibles. L'intestin, il va augmenter l'absorption intestinale de calcium et essentiellement l'os. Elle va permettre la fixation du calcium au niveau de l'os et favoriser le remodelage osseux et donc toute la physiologie du remodelage osseux. Elle va en fait stimuler à la fois la résorption et la formation osseuse et pour avoir un os de qualité. Mais elle va participer essentiellement aussi à la régulation de la calcémie. Donc, comme vous le savez bien sûr, la calcémie doit rester dans une fourche assez étroite. L'hypocalcémie et l'hypercalcémie sont toutes les deux très dangereuses. Et donc, la régulation de la calcémie passe essentiellement par la parathormone, qui est donc directement liée au taux de vitamine D. Donc, dès que la vitamine D baisse, évidemment, l'absorption en calcium intestinale en calcium va baisser. Et donc, la calcémie va baisser et la parathormone va immédiatement réagir. Donc, dès que la vitamine D baisse, il y a une hyperparathyroïdie secondaire qui va aller chercher le calcium là où il est, donc le stock, c'est au niveau de l'os, et elle va entraîner une résorption osseuse très rapide pour permettre de garder une calcémie dans les limites de la normale et éviter donc les problèmes. Et donc, on va voir tout à l'heure ce lien très important à retenir entre vitamine D et parathormone. Alors, la synthèse cutanée en vitamine D est malheureusement très aléatoire. Elle va dépendre des saisons, elle est plus importante en été qu'en hiver. Elle va dépendre d'un tas de paramètres, de la pigmentation cutanée, on va y revenir tout à l'heure, le fait de mettre des écrans, le fait de mettre des habits, de mettre un voile, de s'exposer derrière une vitre. Tout ça va diminuer la production de vitamine D, voire pratiquement l'annuler. L'angle d'élévation du soleil, la présence de nuages, la pollution, etc. Tout ça, c'est des paramètres qui vont conditionner combien on va synthétiser de vitamine D. Par contre, par cette voie naturelle, il n'y a jamais d'intoxication en vitamine D. Alors, il y a des classifications maintenant pour définir le type de peau. Vous voyez par exemple cette classification de Fitzpatrick qui est utilisée par les dermatologues et il a été maintenant clairement démontré que plus on a la peau foncée et moins on fabrique de vitamine D.
et qu'il faut absolument 4 à 5 fois plus de temps d'exposition solaire quand on est foncé par rapport à une peau très blanche pour fabriquer le même taux de vitamine D. Donc, quelqu'un qui a une peau très blanche peut, avec 10 minutes ou 15 minutes d'exposition solaire, fabriquer des stocks de 3 mois de vitamine D, alors que quelqu'un de très foncé, il lui faut beaucoup plus, plusieurs heures pratiquement pour arriver à fabriquer le même stock de vitamine D. Alors, ça, c'est une carte de la distribution de la couleur de peau des êtres humains avant les grandes migrations. Et il y a même une théorie maintenant sur l'évolution d'Homo sapiens. On pense que les premiers Homo sapiens, donc partis d'Afrique, avaient la peau très foncée. Et en allant vers les pays, vers les pays du Nord, il y a eu des mutations génétiques qui ont entraîné donc l'évolution des êtres humains vers des peaux blanches pour leur permettre en fait de fabriquer de la vitamine D. Et même ces mutations maintenant sont étudiées, sont répertoriées. Bon, c'est un terrain très intéressant sur l'évolution d'Homo sapiens dans la Terre. Alors, pour parler des sources naturelles de vitamine D, elles sont très rares. Alors, à moins que vous aimiez l'huile de foie de morue ou le saumon, il y a très peu de vitamine D dans les aliments. Je vais y revenir tout à l'heure. Et c'est pour cela que la plupart des pays industrialisés ont demandé aux industriels de fabriquer ou d'enrichir les différents produits, donc produits laitiers, les huiles, les jus, etc., en vitamine D pour lutter contre l'épidémie de carence en vitamine D. Alors malheureusement, encore chez nous, ça ne se fait pas beaucoup, mais dans tous les pays industrialisés, maintenant, c'est quelque chose qui est absolument bien répandu. Alors j'arrive maintenant au cœur de la question. Quelle est la relation entre déficit en vitamine D et les différentes maladies, et notamment donc, la pathologie cardiovasculaire? Alors, est-ce qu'il y a un rationnel? Oui, il y a un rationnel. Le récepteur de la vitamine D, par exemple, a été retrouvé partout, dans toutes les cellules de l'organisme. Et on a démontré que la vitamine D intervenait au niveau nucléaire dans pas mal de réactions, notamment de réactions de fabrication de protéines. Donc, il y a un rationnel. Il y a plein d'études fondamentales, d'études animales qui montrent que la vitamine D intervient, par exemple, dans la contractilité des cardiomyocytes, dans la physiologie des cellules musculaires lisses, dans la coagulation, dans le système immunitaire. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a un rationnel pour dire qu'il est possible que la vitamine D intervienne dans la protection cardiovasculaire. Alors maintenant, il y a plein d'études observationnelles qui ont montré un lien entre déficit en vitamine D et risque cardiovasculaire. Alors, vous voyez ici, c'est des études très, très larges de plusieurs dizaines de milliers de patients. Alors, quand on dit études observationnelles, c'est en général, on prend une grande série de patients, par exemple, qui ont une maladie cardiovasculaire, infarctus, AVC, etc. Et on voit leur taux de vitamine D et on compare soit ceux qui ont des taux bas par rapport à ceux qui ont des taux normaux, ou on les compare par rapport à une population générale. Alors, toutes les études sont pratiquement concordantes et montrent que les populations de personnes avec pathologie cardiovasculaire ont des taux de vitamine D plus basses que les autres. Alors, des méta-analyses aussi montrent, vous voyez que pratiquement avec un déficit en vitamine D, on a 2 fois plus de risques d'avoir une pathologie cardiovasculaire, une coronaropathie. La même chose pour la mortalité, le risque est augmenté de 54% dans cette méta-analyse, par exemple. Et puis, on retrouve ça un peu partout. Donc, d'autres méta-analyses récentes, toujours risque de mortalité augmenté de 54% et risque d'incidence des maladies cardiovasculaires augmenté de 44%. Cette dernière étude montre que la relation n'est pas linéaire et qu'elle serait plutôt en U, avec, vous voyez que le risque est augmenté à la fois chez ceux qui ont des taux de vitamine D basses ou même très hautes. Donc, voilà pour la mortalité et pour l'incidence des risques cardiovasculaires. Mais tout ça, c'est des études observationnelles. Alors, le problème, c'est que les statistiques nous ont montré à nous méfier des études observationnelles parce que ce n'est pas une preuve de causalité et une association statistiquement significative
est complètement différente d'une pertinence clinique et ne permet surtout pas de conclure à la causalité. Alors, j'ai mis ici en illustration cette étude publiée dans le New England en 2012 qui montrait qu'il y avait une corrélation statistiquement significative entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel dans les pays. C'était juste pour montrer que association statistiquement significative ne veut pas dire causalité. Et donc, comment faire pour prouver qu'il y a réellement un lien de causalité? Eh bien, pour prouver ça, il faudrait faire un essai randomisé avec une supplémentation en vitamine D, c'est-à-dire prendre des sujets à risque et les tirer au sort en deux groupes. On donne la vitamine D à un groupe et on donne un placebo à un autre, et on voit est-ce qu'il y a vraiment une diminution de l'incidence des maladies cardiovasculaires ou des autres maladies dont j'ai parlé tout à l'heure, et voir est-ce qu'il y a vraiment un réel effet de la vitamine D. Eh bien, ça a été fait. Ça a été fait. Je vous montre rapidement donc, le résultat de ces études interventionnelles. Alors, il y en a plein. Ici, alors ça a été fait dans plein d'indications. Et là, même dans les fractures qui étaient en fait un terrain acquis, puisque c'était pratiquement acquis qu'en donnant de la vitamine D, on diminuait le risque de fracture, eh bien, malheureusement, toutes les études ont montré que l'effet est pratiquement nul. Méta-analyse récente dans le JAMA, même sur le risque de fracture, il n'y a pas d'effet dans les essais randomisés contre placebo dans cette méta-analyse. Pareil, risque de chute, méta-analyse, vous voyez un peu le nombre élevé d'essais randomisés. Et bien, la vitamine D en supplémentation ne permet pas de réduire le risque de chute. Ce qui a donné ce genre de titre dans les revues de rhumatologie. Est-ce qu'on devrait continuer encore à donner de la vitamine D pour prévenir les fractures? Alors, pour aller vers les pathologies cardiovasculaires, vitamine D et hypertension artérielle, eh bien, méta-analyse de 2015, négatif. La supplémentation ne permet pas d'améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle. Dans les dyslipidémies, pareil, méta-analyse négative. Dans l'incidence des maladies cardiovasculaires, alors il y a eu plusieurs grands essais thérapeutiques avec des milliers de malades, avec plusieurs dosages. Vous voyez ici, on a testé 400 unités par jour avec du calcium, 800 unités par jour avec du calcium, 100 000 unités par mois, suivi de 3 ans à 7 ans. Et on a essayé de suivre les différentes pathologies cardiovasculaires, la mortalité cardiovasculaire, les AVC, etc. Eh bien, tous ces essais négatifs, il n'y a pas d'effet préventif. Je détaille deux études très intéressantes rapidement. Étude VIDA, c'est une étude néo-zélandaise. 5000 patients randomisés, vous voyez 2500 dans chaque groupe. On leur a donné 2000 unités 100 000 unités pardon, de vitamine D mensuelle. Vous voyez ici les groupes, donc 2500 dans chaque groupe. Les groupes étaient comparables pour les autres facteurs de risque cardiovasculaire, donc suivis avec des dosages mensuels. Bon, alors ce qu'on peut dire ici, c'est que voilà, vous voyez un peu le taux de vitamine D basale, 24 dans chaque groupe, nanogrammes. Le groupe vitamine D, donc on a réussi à augmenter leur taux à plus de 50, alors que le groupe placebo est resté à 26. Eh bien, le suivi sur 4 ans, aucune différence entre les deux groupes. Étude vitale, une grande étude, 25 000 patients randomisés, vous voyez, 12 000 ou presque 13 000 dans chaque groupe, suivi sur 5 ans. Vous voyez ici, donc, groupe comparable, que ce soit pour les ethnies, que ce soit pour les différents facteurs de risque cardiovasculaire. Eh bien, pareil, suivi sur 6 ans, aucune différence dans le groupe supplémenté par rapport au groupe placebo. Méta-analyse qui inclut ces 2 dernières études et puis plein d'autres essais randomisés. Pareil, aucun effet de la supplémentation sur la réduction du risque cardiovasculaire. Alors, je passe rapidement. Dans cette même étude, on avait testé aussi le risque de cancer. Essai négatif, pas de diminution du risque de cancer, pas de diminution dans les méta-analyses, donc du risque de cancer, de l'incidence de tous les types de cancers.
sur la mortalité, donc aucune incidence sur la mortalité dans cette méta-analyse, donc dans le BMJ de 2019. Alors, seule petite différence significative qui a été trouvée, c'est une petite diminution de 15% de la mortalité des cancers, mais aucune différence pour la mortalité cardiovasculaire ou les autres causes de mortalité. Dernière étude récemment publiée où on a testé l'effet de la vitamine D chez les sujets très âgés, à la fois sur les performances physiques, sur la tension artérielle, sur les fonctions cognitives, sur le risque de fracture et sur les infections. En fait, on a testé vitamine D versus placebo, on a testé aussi les oméga 3 versus pas d'oméga 3 et on a testé l'effet des exercices de résistance versus un groupe contrôle. Et là aussi, sur tous les paramètres testés, aucune différence, ni sur la tension artérielle, ni sur les fonctions cognitives ou performances physiques, et même pas sur les fractures ou le risque infectieux. Donc voilà, vous voyez que beaucoup de discordances entre les études interventionnelles et les études observationnelles. Comment expliquer ces discordances? Eh bien, probablement les facteurs confondants, alors comme l'obésité par exemple. Alors on sait que les obèses sont à haut risque de différentes maladies cardiovasculaires et dans l'obésité, il y a une sorte de séquestration de la vitamine D dans le tissu adipeux. Ça peut être une explication. Il y a d'autres experts qui pensent que l'hypovitaminose D n'est peut-être pas une cause de toutes ces maladies qu'on a évoquées, mais elle est plutôt une conséquence, elle serait plutôt une sorte de marqueur d'un mauvais état de santé générale. Et donc, quelle que soit la maladie, en général, quand on la teste, on va la trouver abaissée en cas de pathologie. Alors, peut-être qu'on se repose la question, est-ce que la 25OH, qui est actuellement le gold standard qu'on teste pour dépister l'hypovitaminose, c'est peut-être pas le meilleur marqueur. Est-ce que seule une carence profonde sur une longue période a des effets délétères et c'est quelque chose que les essais thérapeutiques n'arrivent pas à mettre en évidence? C'est ce qu'on voyait par exemple dans l'ostéomalacie, dans le rachitisme. Est-ce que les doses qui ont été testées ou les modalités de prise ne sont pas adéquates? Est-ce qu'il faut tester sur un plus long terme, sur plus d'une dizaine d'années pour voir une différence? Ça se discute. Beaucoup ont discuté au fait aussi le placebo. Alors quand on teste un médicament, on donne le médicament au groupe testé et on sait que le groupe placebo ne reçoit pas ce médicament. Alors dans la vitamine D, on n'est pas sûr parce que évidemment le groupe placebo peut aller s'exposer au soleil et il va fabriquer lui-même de la vitamine D et donc ça peut fausser un peu les résultats des différents essais thérapeutiques. Donc tout ça, en fait, fait que les liens de la supplémentation, en tout cas dans vitamine D et ses bénéfices, restent plutôt controversés. Et il y a plein d'études en cours et d'analyses de sous-groupes de ces différents essais pour essayer d'identifier quels sont les patients qui vont profiter le plus d'une éventuelle supplémentation en vitamine D. Alors, je vais passer rapidement sur les autres questions. Est-ce qu'il faut faire un dépistage maintenant de masse pour chercher ce déficit en vitamine D? Eh bien, rapidement, les dépistages de masse ne sont pas du tout recommandés. D'ailleurs, le dosage de la vitamine D coûte plus cher qu'une supplémentation pendant 1 an. Et donc, sur un plan épidémiologique, ça n'a aucun intérêt. Quand est-ce qu'il faut la doser? Eh bien, plusieurs sociétés savantes ont identifié les personnes chez qui il faut aller doser la vitamine D. Vous les voyez ici, c'est essentiellement les pathologies osseuses, l'insuffisance rénale chronique, certaines endocrinopathies et maladies chroniques hépatocellulaires ou syndrome de malabsorption, la corticothérapie au long cours, les femmes enceintes et allaitantes, et puis les sujets âgés à haut risque de fracture et les obèses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut doser? Alors, en général, pour le moment, on dose la 25OH, vitamine D, qui est en fait le reflet des stocks. Et il faut doser à la fois la D2 et la D3. On ne dose pas la 1,25 parce qu'elle est très variable et qu'elle peut être élevée même en cas de carence. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes de dosage et qu'il n'y a aucun gold standard et que les résultats peuvent varier d'un laboratoire à un autre.
Et c'est quelque chose à connaître que si jamais vous redosez, que vous comparez, si ce n'est pas fait dans le même laboratoire, ça risque de donner des erreurs d'interprétation. Alors, à partir de quel seuil faut-il supplémenter? Alors, l'histoire de seuil est un sujet de débat, mais en général, on a considéré qu'on va prendre le seuil à partir duquel la vitamine D fait augmenter la parathormone. Et donc, vous voyez ici dans cette courbe le lien inverse entre vitamine D et parathormone. Et donc, on voit qu'à partir de 30 nanogrammes, la parathormone commence à augmenter et à partir de 20, elle augmente de façon exponentielle. C'est pour cela que maintenant, on définit donc le taux normal optimal, c'est au-delà de 20, donc entre 20 et 30. Et pour les sujets âgés et fragiles, il vaut mieux avoir des taux supérieurs à 30 nanogrammes. Et la carence est définie par des taux inférieurs à 10 nanogrammes. Alors, les causes d'hypovitaminose sont multiples, on en a parlé un petit peu. Donc, c'est tous les défauts de synthèse épidermique, la malabsorption, l'obésité et puis les maladies chroniques, notamment rénales et hépatiques. Alors, qui faut-il supplémenter? Eh bien, plusieurs sociétés savantes maintenant recommandent de supplémenter, par exemple, les sujets âgés de plus de 65 ans sans même dosage préalable indispensable. Par contre, on a vu tout à l'heure les indications du dosage et il faut supplémenter donc les sujets en carence ou en insuffisance. Alors, comment faire pour supplémenter? Eh bien, la supplémentation en disant aux gens d'aller manger les sources de vitamine D, c'est pratiquement impossible. Vous voyez ici, donc à moins d'aimer le saumon et l'huile de foie de morue, il faut manger des quantités astronomiques de sardines et d'œufs pour arriver à avoir une ration, couvrir les besoins quotidiens en vitamine D. Donc, c'est pratiquement infaisable par l'alimentation. Alors, par le soleil, c'est gratuit, c'est disponible facilement, mais on a vu tout à l'heure que c'était très aléatoire et en général, ce n'est pas suffisant pour corriger une hypovitaminose D. Alors, généralement, vous trouvez que dans les livres qu'il faut conseiller aux gens une exposition quotidienne entre 15 et 20 minutes, 30% de surface corporelle et de 10 heures à 15 heures, en sachant que les dermatologues disent en général l'inverse et disent d'éviter de s'exposer entre 10 heures et 15 heures parce que c'est là où il y a le plus haut risque de faire des cancers cutanés. Bon, donc on voit que ce n'est pas vraiment le bon moyen de corriger l'hypovitaminose D, mais ceci dit, une exposition solaire fait toujours du bien et permet notamment de faire des stocks quand il y a un beau soleil et un ciel bleu. Alors, les recommandations de la supplémentation varient en fonction de l'âge et en fonction de certaines situations, mais on ne va pas rentrer dans les détails, je vais vous les résumer brièvement. Voilà, en général, pour les cas d'insuffisance, on va donner entre 800 et 1000 unités par jour. Et pour les cas de carence, il faut aller jusqu'à 1500 à 2000 unités par jour de vitamine D, en ne dépassant pas 10 000 unités par jour. C'est la dose maximale de sécurité. Alors, c'est possible d'utiliser les doses soit hebdomadaires, soit mensuelles. Donc, on fera le calcul. Mais il est conseillé d'éviter les très fortes doses, et notamment, par exemple, le stérogile 15, qui est en fait 600 000 unités, parce qu'il y a eu des études qui ont montré qu'il pouvait avoir au contraire des effets néfastes aussi bien sur l'os que sur les autres fonctions physiologiques. Alors voici les spécialités disponibles au Maroc. Vous voyez que, alors maintenant, c'est passé le temps où on n'avait pas de vitamine D, il fallait ramener de l'UV-dose de France. Là, on a maintenant le Décure avec des ampoules de 25 000, de 100 000. On a des ampoules de 200 000 vitamine D bon. Et puis, on a des solutions buvables où on peut donner des solutions quotidiennes. Alors, en général, pour supplémenter, c'est toujours mieux de donner, quotidien, c'est mieux que hebdomadaire et c'est mieux que mensuel. Mais en fait, toutes les méthodes sont bonnes. Alors, la Société marocaine de rhumatologie avait sorti aussi ses recommandations il y a quelques années. Bon, je passe brièvement. Donc, en cas de carence, on donne par exemple 4 ampoules de 100 000 espacées de 15 jours. Et en cas d'insuffisance, on va donner 2 prises espacées de 15 jours. Et puis, on prendra le relais en traitement d'entretien, comme on a vu tout à l'heure, par donner 800 à 1000 unités par jour, ou 25 000 par mois, ou 100 000 tous les 2 ou 3 mois.
Alors, les cas d'intoxication à la vitamine D sont très rares. La toxicité est exceptionnelle. Le principal risque, c'est les lithiases urinaires et les risques de néphrocalcinose. Ça peut se voir, il faut faire attention à certaines situations. Les patients qui ont une hyperparathyroïdie ou une sarcoïdose ou des antécédents de lithiase, là, il vaut mieux faire attention et éviter les fortes doses de vitamine D. Alors, est-ce qu'il faut monitorer? Ça peut être intéressant quand on cherche vraiment à être sûr, parce qu'il y a de très fortes variations dans la réponse. Là, vous voyez dans cette étude, alors le taux basal en noir de vitamine D, et c'est des personnes à qui on a donné une dose de charge et on a redosé la vitamine D, et vous voyez que la réponse est très aléatoire. Vous avez des patients qui augmentent très fortement leur vitamine D, alors que d'autres vont même faire baisser leur vitamine D. Donc, la réponse peut être parfois très aléatoire et ça peut être intéressant chez certains patients de suivre le taux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'échec? Eh bien, il y a des questions à se poser. Est-ce que ça a été fait dans le même labo? Est-ce que le patient a pris correctement son traitement? Est-ce qu'il n'y a pas de malabsorption? Et sinon, dans ce cas, on va augmenter un peu les doses ou changer de forme ou de modalité de prise. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. La vitamine D est capitale au fonctionnement de l'organisme. Ses effets osseux sont indiscutables, mais est-ce que c'est vraiment la fontaine de jouvence qu'on décrit un peu partout? Eh bien, non, non. Pour le moment, ces effets systémiques, et notamment les effets cardiovasculaires, ne sont pas démontrés. Alors, la prévalence de l'insuffisance et de la carence reste très élevée, mais le dépistage ne doit se faire que chez les sujets à risque. Il vaut mieux supplémenter de façon systématique les sujets âgés, les sujets carencés, les ostéoporotiques. Et puis, la question de la fortification alimentaire se pose, mais ça reste une décision politique. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien sûr, je reste ouvert aux questions qu'on peut se poser. Merci, professeur Mraoui, pour ce brillant exposé qui a été très très clair. Et tu nous as appris beaucoup de choses parce que c'est une pathologie qui nous intéresse. Merci également au professeur Diévar qui nous fait l'honneur d'assister avec nous jusqu'au bout pour ce webinaire. C'est très très gentil de votre part. Voilà, donc vous avez été tellement clair qu'il y a peu de questions. Voilà, peu de questions. Alors là, je vous pose la première question. Vous avez une femme ménopausée est-ce qu'elle doit nécessiter systématiquement la supplémentation en vitamine D sans qu'on fasse le dosage? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas systématiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est au-delà de 65 ans. Voilà. Une femme ménopausée, en principe, il n'y a pas besoin, donc à moins qu'elle ne rentre dans les catégories que j'ai citées tout à l'heure, à très haut risque. Mais la ménopause en elle-même n'est pas du tout une indication à donner systématiquement de la vitamine D. Alors, une question très pratique que je vais poser vous aussi et moi aussi, et je même les gens qui nous écoutent l'ont posé. Quand on fait ce dosage systématiquement pour les gens, parce que ce qui est extraordinaire maintenant, c'est les patients qui le demandent. Hein. Les patients qui viennent et qui demandent systématiquement à ce qu'on fasse dans le cadre du bilan biologique. N'oubliez pas la vitamine D, etc. pour la marquer. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on trouve toujours un déficit en vitamine D3. Alors, effectivement, la question qui se pose, on vit dans un pays du soleil, il fait souvent beau, nous nous exposons un peu au soleil. Bon, il y a des femmes voilées, mais ils s'exposent quand même au soleil, etc. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une petite explication? Et là, se pose le problème de la normalité des taux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors, excellente question. Et on a beaucoup discuté de ça. Alors, je fais un petit rappel un peu sur les statistiques et sur sur comment on a défini la normalité. Alors, contrairement à ce qui se fait dans le sodium, potassium, le calcium, etc., où on fait une courbe de Gauss et on prend 95% de la population pour délimiter en fait les taux normaux de ces paramètres. Pour la vitamine D, ce n'est pas ça ce qui a été choisi. Alors, le paramètre qui a été choisi, c'est un peu la pertinence clinique et on s'est dit on va prendre le taux à partir duquel il y a la parathormone qui bouge et on a une hyperparathyroïdie secondaire et on sait que l'hyperparathyroïdie secondaire va stimuler la résorption osseuse. Et c'est de là qu'est parti le taux de 30 nanogrammes pour l'insuffisance et de 10 nanogrammes pour la carence. Voilà. Donc on n'a pas du tout pris ce qui était classique. Si on avait pris ça, on serait à des taux beaucoup plus élevés
Alors, est-ce que c'est... D'ailleurs, il y a de très fortes discordances. Toutes les sociétés savantes ne sont pas d'accord sur cette méthode de faire, mais disons que c'est la méthode maintenant consensuelle pour la plupart des sociétés savantes. Alors, est-ce qu'il faut retenir 30 nanogrammes? C'est ce que les labos mettent, mais à mon avis, c'est un peu exagéré. Je vous ai montré tout à l'heure que jusqu'à 20 nanogrammes, on est encore dans la norme. Donc, c'est vraiment en dessous de 20 que voilà, on peut parler d'insuffisance, et c'est vraiment en dessous de 10 nanogrammes qu'on est dans la carence. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Oui, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Il y a la couleur de peau. On est quand même un peu foncé ici au Maroc. Il y a les gens, malgré tout, ne s'exposent pas. Quand on sort au soleil, généralement, les gens se couvrent. Il y a beaucoup de voiles. Il y a beaucoup de... les gens évitent. Il y a les dermatologues qui conseillent aux gens d'éviter de trop fortement s'exposer. Les gens mettent des écrans. Et puis, il y a certainement aussi une composante génétique. C'est indéniable. Ça n'a pas encore été étudié, mais dans pas mal de pays, il y a des polymorphismes du gène du récepteur de la vitamine D, par exemple, qui interviennent et qui expliquent les différences entre les populations dans ce genre de prévalence d'hypovitaminose D. Simra, oui. Si tu permets, Simra, toujours dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a des pays dans le monde où il n'y a pas autant de déficits et autant de carences? Parce que on se demande tous les jours, on fait des dosages, je ne sais pas si on a raison ou si on a tort, et on reçoit souvent, très très souvent, des taux qui sont très bas, et on se pose la question, est-ce qu'il y a une nécessité à donner un traitement? Est-ce qu'il n'y a pas de nécessité? Est-ce qu'il faut revoir un petit peu ces normes? Est-ce qu'il faut voir les molécules à doser? Est-ce qu'on dose les bonnes molécules ou est-ce qu'on est un petit peu dans le tort? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas ces taux-là? Alors, j'ai montré les courbes tout à l'heure. En général, dans la plupart des pays, les taux d'insuffisance varient entre 50 et 60% dans les populations. Et en sachant que dans la plupart des pays industrialisés, il y a des recommandations, les autorités de santé en général imposent aux industriels de fortifier plein d'aliments d'utilisation courante en vitamine D. Donc, on a plein d'huiles, de produits laitiers, de jus, etc., où il y a un enrichissement en vitamine D pour essayer de remonter ce genre pour diminuer la prévalence de l'hypovitaminose D. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, c'est ce que j'essayais de montrer tout à l'heure, c'est encore controversé. Le seul bénéfice qui est démontré, qui est indéniable, c'est que voilà, on sait que la carence prolongée en vitamine D, ça donne de l'ostéomalacie chez les adultes, ça donne du rachitisme chez les enfants. Alors, c'est des maladies qui ont pratiquement presque disparu maintenant. Hein. On n'en voit plus depuis qu'on a commencé à traiter. Quand j'ai commencé ma rhumatologie, il y avait beaucoup de cas d'ostéomalacie et beaucoup de cas de rachitisme. C'était vraiment quelque chose de très fréquent. Et c'est quelque chose que maintenant, pratiquement, on ne voit plus, puisqu'on suit les femmes enceintes, on donne des supplémentations systématiques, etc. Ces deux maladies ont pratiquement disparu. Alors maintenant, tout cet engouement et toute cette excitation autour des effets systémiques potentiels, risque de cancer, maladies cardiovasculaires, etc., vous avez vu que dans toutes les études de supplémentation, on n'a pas montré qu'il y ait un réel intérêt. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles, nous, simples cardiologues, soit dans un cabinet, soit à l'hôpital? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tout à l'heure, tu as montré une diapositive où tu as montré que les patients qui nécessitent un dosage, j'ai pratiquement pas vu de patients cardiovasculaires en dehors de l'obèse. Exact. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Est-ce qu'il faut le faire seulement chez les obèses? Oui, alors, je vous ai montré un peu les indications du dosage de la vitamine D. Effectivement, les seuls qui rentrent pratiquement dans la clientèle cardiologique, c'est les obèses, peut-être les insuffisants rénaux chroniques, ouais. Si vous les voyez. L'insuffisance rénale chronique aussi, c'est très important d'avoir des taux adéquats en vitamine D. C'est pratiquement les seuls où le dosage peut être intéressant et pertinent. Chez les autres, à la limite,
supplémenter systématiquement les plus de 65 ans. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Et le dosage n'est fait que vraiment dans les indications que j'ai montrées, quand j'ai des ostéoporotiques, quand j'ai des maladies chroniques, etc., où j'ai besoin de vraiment être sûr que on est efficace et qu'on a des taux optimaux. Saïd, si tu permets, je veux commenter ça. D'ailleurs, je remercie énormément le professeur Mraoui. La présentation était magnifique, avec une lecture scientifique riche. Rien à dire. J'ai une question sur un aspect qu'on voit en cardiologie que je n'ai pas vu, parce que souvent, les études que vous avez présentées touchent à des critères robustes, comme la mortalité, comme les événements cardiovasculaires lourds. Et nous, en cardio, souvent, on est amené à penser à la vitamine D quand les gens se plaignent d'asthénie, de palpitations. Souvent, c'est des femmes avec une petite tension qui ont une dysautonomie neurovégétative. Et souvent, dans le domaine de la dysautonomie neurovégétative, on nous conseille de supplémenter. Je me pose la question, quelle est la relation? Est-ce qu'elle a été étudiée? Est-ce qu'on fait bien quand on pense à les supplémenter dans ce sens-là? Je ne parle pas des critères importants comme les événements ischémiques ou comme la mortalité. Oui, alors, excellente question. Alors, dans le même ordre d'idée, nous, on voit plus ce genre de patientes. On a par exemple une maladie qui s'appelle la fibromyalgie, où c'est les femmes qui ont un peu mal partout, douleurs diffuses, douleurs chroniques, etc. Ça ressemble un petit peu aussi au tableau que vous venez de décrire, asthénie, palpitations. Alors, il y a des essais thérapeutiques dans ce genre, parce qu'en fait, ça ressemble tellement à l'ostéomalacie au départ, qu'au début, on se disait on allait trouver le remède miracle pour ce genre de malade. Eh bien, tous les essais sont négatifs. Que vous les supplémentiez ou pas, ça ne va pas changer leur... Et puis, faites-le. De toute façon, généralement, c'est des femmes très demandantes. Elles vont faire le dosage de la vitamine D. Même si vous ne le faites pas, vous, elles vont le faire elles-mêmes. Elles vont le trouver bas. Elles vont vous demander de leur prescrire de la vitamine D. Mais leur situation, ce n'est pas ça qui va les améliorer. Voilà. Donc, à moins que ce soit une ostéomalacie qui démarre, ce qui est, je vous l'ai dit, et qui maintenant est devenu quelque chose d'extrêmement rare. Souvent, donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Je crois qu'il y avait le professeur Diebar qui voulait poser une question. Oui. Il faut juste allumer votre micro, s'il vous plaît. Je l'allume, voilà. Donc, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, bravo pour cette présentation qui remet les choses en perspective, mais je suis très, très gêné par un aspect. On a maintenant une multitude d'essais thérapeutiques, alors bien sûr, leurs reculs sont courts, 3 à 5 ans, qui ne montrent aucun bénéfice clinique dans des essais où plusieurs doses ont été évaluées et qui ont souvent été prescrites sans dosage. Il y avait un petit groupe où on dosait pour voir s'il y avait un effet, et jusqu'ici, on n'a pas identifié de groupe dans lequel ce serait positif. Et malgré ça, alors que les essais disent non, il n'y a aucun bénéfice, les recommandations disent c'est pas la peine de doser, traiter. Comment expliquer ce paradoxe qui est assez exceptionnel? C'est-à-dire on n'a pas de preuve de bénéfice, mais on vous dit il faut traiter. Je suis tout à fait d'accord. Oui, il y a une excitation mondiale sur la vitamine D. Il y a des experts mondiaux, des très grands défenseurs de la vitamine D qui font beaucoup de lobbying pour inciter à la prescrire un peu partout. D'ailleurs, j'ai vu en France que récemment, il y a un collectif qui a demandé à la prescrire à tout le monde pour éviter le Covid. Donc, on est un peu dans le même genre d'idée. Peut-être que c'est aussi, à la limite, pour dire si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. On a toujours un peu cette arrière-pensée. Moi, je suis d'avis que ce n'est pas la peine. Effectivement, ça ne sert à rien d'en faire comme ça la vitamine miracle à prescrire à tout le monde. Les seuls vrais bénéficiaires, ce sont les sujets âgés, au-delà de 65 ans. Là, il y a il y a l'ostéoporose qui commence, il y a le remontage osseux qui s'altère, etc. Où la vitamine D a un bénéfice plus ou moins démontré. Vous avez vu que même pour les fractures chez cette population-là, il y a un inverse. Alors, il y a des études positives, des études négatives. Mais voilà, c'est vraiment pour cette catégorie-là qu'on maintient
de dire, voilà, on traite de façon préventive pour les aider, les plus de 65 ans. Ça va leur faire du bien pour leur capital osseux et pour diminuer un petit peu voilà, la résorption osseuse. Alors, si je me permets, pardon, même chez ces patients âgés qui ont été inclus assez fortement dans les essais, je pense à Vital et autres, on n'a pas la preuve du bénéfice. Et deux, il persiste des risques en fonction de leur alimentation, de leur ensoleillement qui n'est pas toujours très fort, de lithiase urinaire, où il y a même un effet potentiel qui est rapporté, c'est la sclérose aortique. Exactement. De la valve aortique. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans un rapport bénéfice-risque qui justifie? Oui, alors dans tous les cas, même, justement, même si on le fait, maintenant, même les recommandations commencent à dire qu'il faut éviter les fortes doses et à la limite donner de toutes petites doses, 200, 400, jusqu'à 800 unités par jour. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que le bénéfice n'est pas du tout démontré et qu'il va falloir attendre plein d'analyses en cours. Il y a une étude australienne qui est en cours, une très grande étude, probablement on aura les résultats en fin 2021, qui va encore voilà, nous aider à mieux appréhender. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut vraiment revoir à la baisse cet engouement et cette excitation à donner de la vitamine D à tout le monde. Ouais. Alors, dans le même ordre d'idée, si tu permets, c'est Abdel Mraoui, c'est que, comme il a bien dit le professeur Diva, c'est que tu es rhumatologue, donc tu fais des radios à des malades, tu tombes sur des calcifications sur le trajet vasculaire, tu vas lui dire, bon, vas-y voir le cardiologue parce que tu as des calcifications vasculaires qui sont des facteurs de risque. Et toi, tu fais un dosage de la vitamine D et tu trouves un déficit en vitamine D. Alors, faut-il le supplémenter, ce patient-là? Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Alors, le problème, tu as tout à fait raison de souligner ça. On sait même, nous, on a les deux trucs sur la même radio. On a effectivement la décalcification et l'ostéoporose et la calcification aortique juste à côté. Et il y a des études qui montrent que même ces gens-là, quand on leur donne de la vitamine D et du calcium, le calcium ne va pas toujours au bon endroit. Au lieu d'aller dans les vertèbres, il va plutôt dans l'aorte. Et il y a eu pas mal de controverses aussi sur la supplémentation calcique, on est tout à fait d'accord. Donc effectivement, à moins qu'il y ait vraiment un besoin, et par exemple de l'ostéoporose identifiée, je ne supplémente pas, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas. Alors on dit au-delà de 65 ans, oui, on supplémente, mais on prend en compte tout le reste, tout le contexte clinique, évidemment, les antécédents cardiovasculaires, les reins, la situation rénale. Et c'est très important de personnaliser. Oui. Une femme enceinte qui est ostéoporotique. Alors, comment tu vas assurer la supplémentation? Ça, c'est un cas particulier. Femme enceinte ostéoporotique, c'est très rare. Hein. C'est des cas cliniques très rares. Ça existe. En général, on la supplémente en vitamine D, on va la charger en vitamine D, oui. Tu avais des questions, Saïd, non? Moi, j'ai deux petites questions, un petit peu pratiques. C'est quoi la différence finalement entre la vitamine D qui est commercialisée au Maroc et celle qu'on ramène de France? Les gens sont un petit peu pour celle qu'on ramène de France. Est-ce qu'il y a vraiment… Il n'y a pas de différence. Pas de différence. On n'avait pas, jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait pas de vitamine D3 au Maroc. Il n'y avait que la vitamine D2, il n'y avait que le stérogile. Oui. Là, il y avait une différence. Oui. Le stérogile, on n'aime pas du tout. Oui. La vitamine D2, il n'y a que le 600 000 unités qui est une dose énorme et l'effet ne durait pas très longtemps. Mais depuis 2 ans, on a plusieurs formes cliniques de vitamine D3. Donc, c'est vraiment la même chose que ce qui existe en France. Et est-ce qu'il y a une périodicité à contrôler le dosage de vitamine D? Parce que les gens, ils terminent la cure de 3 mois et puis par la suite ils te disent, est-ce que je refais un dosage? C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, à moins d'avoir une pathologie, par exemple une ostéomalacie, là, il faut absolument doser de façon répétée pour être sûr qu'on est à des taux optimaux. Les insuffisants rénaux chroniques aussi. Voilà, il y a certaines pathologies, disons, où il faut absolument monitorer l'hyperparathyroïdie. Mais chez le commun des mortels, j'allais dire, chez les populations standards, non, il ne faut pas le faire. Merci. C'est un abus.
Alors, je profite de la présence du professeur Divar pour lui poser une question pratique. Est-ce que vous faites un bilan hépatique systématique ainsi que le dosage des CPK ou vous attendez les signes d'appel pour le faire pour les patients qui sont sous statine à forte dose? Micro, s'il vous plaît, micro. Activez votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Je ne dose pas les CPK car elles ne sont pas prédictives. On peut avoir des CPK normales et faire une rhabdomyolyse le lendemain. On peut avoir des CPK légèrement élevés et aller parfaitement bien. Les CPK sont très très variables d'un individu à l'autre en fonction de l'activité, des cours reçus, etc. Donc ça fait 10-15 ans qu'on dit qu'il ne faut pas surveiller les CPK. Par contre, le bilan hépatique, moi, m'intéresse comme marqueur de risque et pronostic de plein de choses, de l'état du patient notamment. Et si on a une forte élévation des enzymes hépatiques, alors ça, j'ai tendance, si je suis sous atorvastatine, à changer pour une autre statine. C'est la seule qui est un tout petit peu plus d'hépatotoxicité que les autres, et de voir comment ça évolue, en sachant malheureusement que les enzymes hépatiques, il est rare aussi qu'on ait des événements liés à ça et que leurs taux sont assez fluctuants. Ça, vous l'avez constaté, azatalate, gamma-GT, dépendent de beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas tendance à surveiller les CPK sûrs. Les enzymes hépatiques, j'aime bien avoir un bilan hépatique une fois par an, simplement. Bon, voilà, donc je te laisse conclure, Saïd, mais en tout cas, c'était agréable. C'est vraiment très riche, on a appris beaucoup de choses. Je te laisse conclure, Saïd, et très heureux. Voilà. Comme tu dis, Saad, c'était extrêmement riche, extrêmement bénéfique. C'est comme promis au départ, donc c'était un webinaire qui a tenu toutes ses promesses. Merci beaucoup, professeur Divar, pour votre disponibilité. On a appris énormément de choses. Vraiment, votre topo a été extrêmement bien ciblé. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'attendais, ce topo. HDL, LDL, triglycérides, les choses vraiment très pratiques. Un grand merci. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en présentiel cette fois-ci à Agadir. C'est Abdallah, merci beaucoup. Vraiment un très haut niveau. Chapeau de présentation, un très haut niveau scientifique. Beaucoup de messages. Moi, personnellement, j'ai appris énormément à travers votre topo. C'est la première fois qu'on vous invite, mais j'espère que ça ne va pas être la dernière. Un grand merci. Merci beaucoup, Saad. Comme d'habitude, tu nous fais le plaisir et l'honneur de modérer avec excellence cette table ronde. Mustafa, merci beaucoup pour ta présence et pour tes questions très, très pertinentes. Je voudrais remercier aussi tous les membres du comité de l'AMCAR qui participent très activement à la préparation de ce webinaire. Je remercie tous les cardiologues qui sont restés jusqu'à cette heure-ci avec nous. Je voudrais remercier aussi les laboratoires Hikma pour avoir sponsorisé ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire le 25 février. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.